Pozdrav svim ljubiteljima stripa. Danas predstavljamo jedno od najznačajnijih evropskih horor stripova, Princ noći, Le Prince de la Nuit. Priča o palim anđelima belgijskog strip autora Yves Wolfsa. Pre nego što zaronimo u priču ovog mračnog remek dela, hajde da vas uvedem u svetu u kojima se susreću istorijski momenti i nadnaravni elementi vampirske mitologije. I pred kraj ovog videa možete pogledati i intervju sa ovim vanvremenskim umetnikom. Na našim prostorima ovaj strip je izdala izdavačka kuća Phoenix Press u Srbiji, u koloru. I za sad je izdat samo jedan album od 3 epizode. Nadam se da će Colt iz Phoenixa završiti drugu knjigu i u drugoj knjigi bi volio da ubaci ovaj nastavak La Lignée koji je Yves radio 2010. godine. Dok je drugu knjigu Book Globe izdao u Hrvatskoj, strip je privukao pažnju čitalaca zbog kvalitetne štampe i privlačnih ovih tvrdih korica, što ga čini stvarno kolekcionarskim primjerkom. Ovo je izdanje Phoenix Pressa i mogu vam reći da je odlično urađen i u formatu kako treba, dok je Book Globe radio veoma mali format i baš je to sitno bilo, crtež nije dolazio do izražaja, tekst je isto bio veoma nečitljiv. O samom autoru, belgijski autor Yves Wolfs je stvorio mnoge nezaboravne stripove, ali njegov opus najpoznatiji je upravo po Princu noći. Wolfs je rođen 1955. godine i postaje poznat po mešanju različitih žanrova, od westerna do mračnih horor saga, često koristeći istorijske kontekste i ličnosti da bi dodao realizam svojim pričama. Inspiraciju za Princa noći našao je u svojoj ljubavi prema gotičkoj literaturi, vampirskim motivima, kao i istoriji Evrope, i njegova dela su često prožeta ozbiljnim i odraslim temama, kombinovanim sa besprekornim crtežom i pažnjom prema svim tim detaljima. Yves Wolfs je poznat kao autor, kao što znamo, mnogih uspješnih stripova, posebno unutar evropske strip scene. Njegova dela obuhvataju različite žanrove, ali su često fokusirane na mračne atmosferske priče sa dobrim razvijenim likovima. Nekoliko značajnih stripova koje je kreirao, radio je na poznatom western stripu Durango od 1980. godina, Vlad 2000. godine, The Legend 2023. to je zadnje, zatim Black Hills 2013. i James Healer 2001. godine. Svako od ovih dela koje sam nabrojao nosi pečat Wolfsovog stila mračnih atmosfera. Duboki likovi i pažljivo razvijena naracija je zagarantovan u svakom njegovom stripu. O samoj priči o Princu noći
to je priča o drevnom vampiru u ovom stripu nazvanom Vladimir Kergan, besmrtnom biću koje je vekovima terorisao ljudsku rasu, ali i bilo prognjeno od strane jednog plemićkog roda. Radnja stripa prati vekovnu borbu između Vladimira i porodice de Rougemont, koji iz generacije u generaciju pokušava da okonča vladavinu ovog strašnog paklenog stvorenja. Vladimir Kergan. Njihovo prokletstvo je upravo vezano za ovog besmrtnog neprijatelja. Svaki prvorođeni sin porodice Rougemont mora nastaviti lov na Vladimira kako bi prekinuo njihovu tragičnu sudbinu tih pokolenja. Svi oni pokušavaju da unište ta stvorenja noći kroz epizodu u epizodu. Serijal je specifičan po tome što se odvija u različitim istorijskim periodima, počevši od 15. veka pa sve do modernog doba. Swolf je majstorski iskoristio vampirski motiv besmrtnosti kako bi svojim likovima omogućio da preživi kroz različite epohe, omogućavajući čitaocima da iskuse promene u vremenu i istoriji kroz oči protagoniste i antagoniste. Prvi brojevi izdavanja serijala Princ noći prvi put je objavljen 1994. godine i odmah je stekao široku publiku. Strip je od tada izrastao u pravi klasik sa ukupno 6 tomova epizoda koje su bile objavljene od 1994. do 2001. godine. Iako je originalna saga završena, autor je 2010. godine, kao što sam rekao na početku ovog videa, izdao prequel pod nazivom La Lignée, koji je dodatno istražuje poreklo Vladimira Kergana i proširuje u sam univerzum ovog stripa. Zanimljive činjenice i inspiracija Swolf je crpeo iz klasičnih dela vampirske književnosti poput Drakule, Brema Stokera, ali i iz istorijskih figura poput pravog Vlada Cepeša, Vlada Drakule, poznat kao i Vlad Nabijač. Pored toga, Swolf je bio inspirisan filmskim prikazima vampira, naročito starim horor ostvarenjima iz 1930. i 40. godina prošloga veka. Vizualni stil stripa je poznat po svojoj izuzetnoj atmosferi i pažljivo detaljisanim crtežima, što do jednog trenutka dovodi kao da gledate pravi film. Ovaj strip je bio u prvobitnom izdanju crno-beli i savršeno je oslikavao gotičku i mračnu estetiku stripa, a detalji arhitekture i kostima jasno oslikavaju različite istorijske epohe koje se dešavaju u ovom stripu. Preklapanje žanrova, osim što je horor strip, Princ noći se bavi temom ljubavi, odanosti, osveti i propadanja moralnih vrednosti kroz vekove.
Svols je spojio elemente trilera, fantastike, misterije i istorije, što je stripu dalo i jedinstvenu dimenziju. Likovi u stripu Vladimir Kergan je glavni antagonist serijala. On je moćan vampir koji kroz vekove širi svoju vladavinu terora. Besmrtnost ga čini gotovo nepobedivim, ali njegova okrutnost i želja za dominacijom nad ljudima čine ga jednim od najopasnijih vampira viđenih u svetu stripa. Dok je Vincent de Rougemont pripadnik plemićke loze koja vekovima progoni Vladimira, njegova porodica nosi težak teret uništiti Kergana i osloboditi svet od njegovog zla. Vincent je jedan od posljednjih članova porodice Rougemont koji je nastavlja ovu borbu. Camilla, ljubavna interesovanja Vladimira i komplikovana figura u priči. Njena veza sa glavnim junakom unosi dodatne slojeve u priči jer je ona simbolizuje sukob između ljudskosti i zveri koja se budi u Kerganu. Iako Princ noći nije dobio konkretne nagrade kao pojedinačno delo, nešto još meni je nevjerovatno, ali dobro, serijal je stekao kultni status među ljubiteljima evropskih stripova francuske, belgijske škole i horor žanra. Njegova popularnost je rasla tokom godina, a Svols je zbog ovog serijala postao jedan od najpoznatijih autora evropske strip scene. Da li će biti nastavka, to se još ne zna, iako je glavna saga završena 2001. godine, Svols je ostavio mogućnost za nove priče. Prequel La Linea iz 2010. godine dokazao je da svet Princ noći ima još mnogo toga da ponudi. Međutim, do sada nije bilo najava o nastavku ovog glavnog serijala. Kao što sam rekao, Princ noći je prvobitno objavljen u crnoj-beloj verziji koja je dala posebnu mračnu atmosferu stripu. Ta estetika savršeno odgovara horor tematici i gotičkoj atmosferi priče. Međutim, kasnije je izašla i color verzija koju mi sada imamo pred sobom i ta color verzija je dodala novu dimenziju stripa kao što vidite. Boje su osvežile prizore i pružile dublju vizualnu priču, naročito u prikazu različitih epoha koje prolaze likovi. Ipak, mnogi ljubitelji i dalje preferiraju crno-belu verziju zbog njene originalne surovosti i sirovog izraza koji je prikazan u stripu. I na kraju, jedan zaključak, Princ noći je jedan od onih stripova koji ostaje urezan u sećanju. Njegova jedinstvena kombinacija vampirske mitologije i istorije dubokih ljudskih tema osiguralo mu je mesto među klasicima. Ako volite mračne priče, borbu između dobrog i zla, vampire i priče koje se razvijaju kroz vekove, ovaj strip je neizostavno štivo za sve vas koji volite to. Princ noći će vas povesti na putovanje koje do sada nikad nećete zaboraviti. Stvarno savršen strip, možete da ga nabavite u izdanju Phoenix Pressa. Odlično urađeno. I to bi bilo to za ovaj video.
Ne zaboravite da udarite neki like, pretplatite se na moj kanal, baš bi mi značilo, pa se vidimo u nekom drugom videu, a sada posle ovoga možete pogledati ovaj intervju sa Svolsom što sam vam bio rekao na početku. Pozdrav drugari! Les 6 premiers, donc c'était une espèce de saga complète avec une fin bouclée, etc. Mais au départ, j'avais laissé 2 ouvertures. Une ouverture avec les cendres qui sont amenées par un nazi et qu'on va pouvoir retrouver plus tard. Et de l'autre côté, les mémoires. C'est-à-dire que la fille qui avait aidé Vincent part avec les mémoires dans un sac qu'elle a trouvé dans le château. Et c'était pas innocent, c'était prévu. Donc finalement, ici, c'est le premier tome. On peut s'appeler un prolongement ou d'un prolongement de la série qui repartent sur la base des mémoires de Kerrigan, donc avec des histoires qui seront plus indépendantes les unes des autres, qui pourront se passer à différentes époques et tout ça, et où on suivra Kerrigan dans différents événements. Donc voilà, j'ai redessiné le premier pour relancer la série, etc. Bon, et j'ai pris beaucoup de plaisir à refaire ça. C'est une série qui était appréciée par pas mal de gens, et en plus je m'étais laissé ces ouvertures, et grand bien m'en a fait parce que maintenant je me retrouve avec 4-5 idées différentes de scénarios pour une espèce de 2e cycle, et finalement j'y avais pensé plus ou moins, mais pendant que je faisais Légende, ça s'est développé, quoi. J'ai pris des notes, des machins, etc. Et donc maintenant je me retrouve avec déjà une série d'histoires où on le verra à différentes périodes, et tout ça dans différents événements historiques, dans des contextes un peu particuliers. Exactement comme ici, c'est à l'époque romaine. Les périodes auxquelles je pense, ça couvre. Là pour le moment, on reste jusqu'au XVIIe siècle. Donc les 3-4 histoires que j'ai, ça nous mène au XVIIe siècle. Mais après, ça peut. Il y aura certains intercalaires qui seront des choses qui couvrent des périodes entre différents albums de la première série. Voilà, et c'est d'ailleurs très très agréable parce que ça permet de voyager dans le temps, de traiter différents cadres, de vraiment faire des choses différentes en fait, tout en gardant le même personnage. C'est l'avantage d'avoir un vampire comme personnage principal. C'est-à-dire que ça dépend un petit peu de ce qu'on a raconté, je crois. Ici, j'ai été amené effectivement, parce qu'au départ, dans la première écriture, j'avais par exemple des scènes d'action qui étaient plus longues. La bataille du début, au départ, je voulais faire un truc épique sur 4-5 pages, vraiment. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que j'aurais pas eu la place. Donc j'ai dû rééquilibrer, effectivement, parce que je trouvais justement que dans ce récit-ci, qui l'amène à devenir vampire, il fallait vraiment quelque chose de costaud, de bien structuré, de bien argumenté, ce qui m'a amené justement à mettre des scènes de conflits psychologiques supplémentaires, etc., des scènes de discussion, parce que c'était important. Donc c'est un petit peu comme ça se présente, quoi. Et je trouve que l'équilibre comme ça est intéressant, quoi. Parce que j'évite aussi généralement, quand je fais des scènes d'action, j'évite de les faire pour le plaisir de dessiner. Je fais ce qu'il faut, mais je fais pas de démonstratif. Donc voilà, donc il y a un équilibre qui se crée un petit peu de lui-même finalement. Oui, je retourne le truc différemment. Pourquoi ? Parce que ici c'est de la mythologie vampire et tout ce qui tourne autour de ça est quelque chose de où il y a une espèce de lecture, et c'est ce que j'avais fait dans les 6 premiers volumes. Il y a tout un aspect psychanalytique dans le mythe du vampire, etc. Et donc si on va au bout des choses, généralement, pourquoi est-ce que quelqu'un, je dirais, dans l'absolu, ici on est dans le fantastique, mais dans l'absolu choisit la malédiction, c'est qu'il faut vraiment qu'il lui arrive quelque chose de vraiment très 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 grave et qui le pousse dans ses derniers retranchements. Sinon on ne fait pas ce choix-là.
Et donc, bon, ben, le choix, on vient un petit peu le chercher, mais il était libre de ne pas faire ce choix-là. Donc, c'est primo que, bon, ben, finalement, ce qu'il a subi au niveau psychologique est quand même assez dramatique. Et deuxièmement, qu'il avait déjà les prédispositions. Bon, il y a les prédispositions d'ordre de croyance, comme quoi sa mère est morte en couche et des choses comme ça. Bon, il y a 2-3 éléments que je donne au début de l'album. Mais il y a aussi son caractère. C'est-à-dire que même si au départ il paraît quelqu'un de normal qui a des sentiments, etc., en même temps c'est quelqu'un de très arriviste, de très en colère, de très arriviste, bon, ben, qui a des ambitions un petit peu démesurées, qui a aussi quelque part envie de prendre une place qui va être la sienne mais qui n'est pas encore libre, et donc on sent qu'il trépigne, qu'il a ce côté que j'explique aussi, donc il a un caractère un petit peu excessif, quoi. Et où il y a une forme de rage déjà depuis le départ pour X et X raisons. Donc c'est aussi ce que je voulais montrer, ce qui l'amène à faire ce choix-là. J'avais fait de la psychanalyse à ce moment-là pour différentes raisons, et de ce fait-là, j'avais trouvé un intérêt là-dedans. En plus, je me suis dit, bon, il y a quand même des éléments, bon, ben, c'est complexe, mais en même temps, il y a des éléments dont je pourrais me servir pour écrire des scénarios. Plus quand on fait de l'introspection, mais on ne fait pas que de l'introspection en faisant la psychanalyse, on fait aussi un travail d'analyse sur le monde qui nous entoure, on finit par avoir une autre lecture des choses, etc. Et cette autre lecture des choses m'a amené à faire une série avec toute la mythologie, tout le décorum, etc., mais qui était enrichi de ça et de phénomènes tels que la psychogénéalogie, etc. aussi. Et dans cet album-ci, eh bien, bon, ben, cette forme d'analyse des personnages intervient encore, et je trouve que ça enrichit toujours un récit. Et, bon, ben, si on a uniquement des protagonistes qui se poursuivent et qui se tapent dessus pour des raisons purement basiques, c'est pas très intéressant. Donc, j'aime bien creuser la psychologie des personnages en général, quoi. Moi, j'estime qu'on a toujours une part claire et une part d'ombre. Je crois que c'est un peu pour tout le monde pareil. Et donc ici, je dirais que c'est une forme de... Après, ça prend évidemment, dans un récit, ça doit prendre des dimensions très excessives, quoi. Je veux dire, bon, ben, les choses doivent être poussées à l'extrême. Mais moi, j'estime toujours que, et je crois que c'est vrai, que en fin de compte, un gars comme Simenon était en même temps Maigret et en même temps les personnages dont Maigret essayait de découvrir les mystères, etc. Bon, il y a des histoires de famille, je prends l'exemple de Simenon, mais dans les polars américains, dans les bons polars américains, et dans tout, bon, ben, dans la littérature en général, je crois que pour faire bien vivre un personnage négatif, il faut pouvoir à un moment donné aller puiser peut-être certaines choses en soi, mais bon, qui restent calmes dans la vie réelle, mais qui existent, et les pousser à leur paroxysme pour faire vivre et pour faire exister, pour donner de la chair à un personnage négatif, quoi. C'est venu comme je le sentais. Donc, si toi tu me restitues ce feedback-là, c'est que ça doit être comme ça, effectivement. Et, mais il n'y a pas de volonté là-dedans, tu vois, c'est un peu sorti naturellement comme ça. Au moment de l'écriture du scénario, bon, ben, il y a certaines règles à respecter, il y a certaines choses, certains équilibres, justement, pour donner un rythme à un récit et tout ce qu'on veut. Mais la différence entre ce qui se passait dans les premiers, où effectivement il y avait plus de texte, etc., et maintenant, bon, ben, ça s'est un peu fait naturellement. Et je ne sais pas ce que j'écrirai après, ça dépendra de ce que j'aurai à dire ou pas, mais je ne sais absolument pas quelle sera l'identité du texte par rapport au dessin. C'est quelque chose auquel je ne fais pas attention, en fait. Mais c'est-à-dire que j'ai choisi les Das parce que, en fait, d'abord et avant tout, ils sont situés dans l'actuelle Roumanie. Finalement, c'était le peuple qui occupait la Roumanie et cette région-là des Carpates à ce moment-là. Et qu'en plus, il y avait, bon, j'avais un choix à faire, et je m'étais documenté un peu sur différentes peuplades, etc. Et en fait, finalement, je me suis dit que c'était ce contexte-là qui était le plus intéressant pour mon récit. J'aurais pu prendre aussi, à un moment donné, les sites avec les invasions perses. Ça aurait fonctionné aussi. Mais j'ai pas trouvé beaucoup plus de documentation sur les sites et sur les Perses, etc. Donc je me suis dit, ben, finalement,
vu la situation, je vais prendre les DAS sur les Romains, il y a plus de documentation et tout ça, donc ça me facilitera un peu la vie. Mais j'aurais pu situer ça ailleurs. Mais il y avait, et alors en lisant aussi, mais j'ai pas beaucoup utilisé ça finalement, mais en lisant aussi ce qu'étaient les croyances d'As à l'époque, bon, il y avait l'adoration du loup, du dragon. Déjà le phénomène, le dragon était un de leurs emblèmes, etc., qu'on retrouve chez Dracula après dans la même période. Donc il y avait des petits éléments comme ça et plus d'autres que j'ai trouvés au niveau des sacrifices, au niveau des rites religieux, etc. Bon, je ne fais qu'effleurer, mais en même temps, bon, ben, tout ce contexte me permettait de bien faire fonctionner mon récit. Mais en fait, les cavaliers d'As avaient parfois un bonnet rouge, mais dans les représentations et dans la documentation que j'ai trouvée, ils ont aussi des casques qui étaient assez proches dans le principe de ceux des Romains et des cuirasses qui étaient un peu différentes. Il y avait des cuirasses en écaille, parfois des cuirasses en cuir, mais dont l'aspect esthétique est assez proche en fait.